Bonjour, bienvenue à cet atelier. Je m'appelle Nadia Darif, je suis conseillère en création reprise d'entreprise à la CCI Côte d'Or Saône-et-Loire. Nous allons aborder une question essentielle pour un porteur de projet, à savoir comment bien choisir son statut juridique. L'objectif est simple, à la fin de cet atelier, vous aurez compris quelles sont les principales différences entre les statuts juridiques principaux et comment réellement bien faire votre choix. Nous allons d'abord refaire le point sur les différentes étapes de la création d'entreprise. Comme vous pouvez le voir, le choix du statut juridique n'est pas la première question à se poser. Vous devez déjà construire votre business plan et notamment atteindre l'analyse financière pour pouvoir choisir le statut qui sera le plus adapté à votre projet et à votre situation. Une des premières choses à retenir est qu'il n'existe pas de statut idéal. En pratique, chaque statut va présenter des avantages et des inconvénients. Nous allons donc nous baser sur plusieurs critères pour essayer de définir au mieux le statut le plus adapté à votre projet et à votre situation. Le premier critère important va être la nature de votre activité. En effet, en France, certaines activités peuvent être réglementées, c'est-à-dire qu'elles peuvent se voir imposer une réglementation imposant un statut juridique. Deux exemples pour illustrer cette idée. Premier exemple, le débitant de tabac. Pour exploiter un débit de tabac, il faut soit exercer sous le statut d'entreprise individuelle si vous êtes seul, soit créer une SNC, Société en nom collectif, si vous envisagez de vous associer. Autre exemple, l'agent commercial dans l'immobilier. C'est ce qu'on appelle en pratique le négociateur immobilier. Il n'a la possibilité de n'exercer qu'en entreprise individuelle. Il ne pourra donc jamais créer de forme de société type SARL ou SAS. Renseignez-vous donc en amont, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CCI et nous vous donnerons les bonnes informations sur la réglementation. Deuxième critère important, les personnes impliquées dans le projet. Selon que vous serez seul ou que vous aurez des associés, les statuts possibles ne seront pas les mêmes. En effet, si vous souhaitez vous associer, il faudra obligatoirement passer par la forme de société. Réfléchissez bien à cette question. En effet, si vous êtes seul, vous aurez une liberté totale dans la gestion de votre entreprise, mais vous serez aussi seul face aux décisions. Si vous êtes plusieurs, vous pourrez partager les responsabilités et les risques, mais vous devrez rendre des comptes. Troisième critère important, la responsabilité, et notamment vis-à-vis de l'impact qu'elle pourrait avoir sur votre famille ou votre patrimoine. La question est de savoir quelle est votre situation personnelle. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous avez un conjoint? Quel est votre régime? Est-ce que vous êtes pacsé, marié, en concubinage? Est-ce que vous avez un patrimoine à protéger, vous ou votre conjoint? Et donc, quels sont les risques que vous êtes prêt à accepter et quel impact cela pourrait avoir sur votre famille ou votre patrimoine? On le verra, tous les statuts juridiques ne protègent pas de la même manière. Il faudra donc bien choisir. Quatrième critère important, le volet financier. On va vous demander de savoir est-ce que vous avez prévu des investissements. Est-ce que ces investissements sont importants? Comment vous comptez les financer? Avez-vous estimé votre chiffre d'affaires prévisionnel et avez-vous évalué les charges auxquelles vous devrez faire face dans le cadre de votre activité? Ces aspects seront importants pour définir votre statut juridique, mais surtout votre régime fiscal. Le régime fiscal de l'entreprise dépendra de la forme d'entreprise que vous aurez choisi de mettre en place. Donc ce sera un critère important de choix. Le régime social de l'exploitant sera également un critère important puisque selon la forme d'entreprise que vous allez choisir, vous bénéficierez d'une protection sociale spécifique liée au régime social en lien avec le statut juridique que vous aurez choisi. Il existe différents régimes sociaux, notamment le régime TNS, travailleurs non salariés, ou encore le régime assimilé salarié, avec des couvertures différentes et des cotisations différentes. Il faudra donc bien réfléchir sur l'importance que vous accordez à cet aspect-là. Autre critère qui va avoir également son importance, ce sont donc les objectifs que vous vous fixez dans le cadre de votre projet. Avez-vous le projet de prendre un local, d'embaucher, de développer votre activité à l'international, ou encore de la développer en franchise? Il faudra prendre en compte ces aspects-là dès la création de l'entreprise. Bien entendu, vous pourrez changer de forme juridique en cours de vie de l'entreprise selon le développement réel de votre activité, mais il est important de prendre en compte ces éléments si vous y avez déjà réfléchi en amont. Enfin,
Un critère qui est plus complémentaire, qui ne devra pas être décisif, mais qui pourrait avoir son importance, c'est la crédibilité. Est-ce que le statut que je vais choisir va m'apporter une certaine crédibilité, donner confiance, donner une image de sérieux à mes partenaires financiers, une banque par exemple, à mes futurs fournisseurs ou encore mes futurs clients. Dans certains domaines d'activité, cela peut avoir son importance. Voilà donc les critères principaux. Il en existe d'autres, mais c'est ceux que nous retenons le plus généralement en pratique. On va donc essayer de mixer tout cela pour essayer de définir votre statut au cas par cas. Pour vous présenter les principaux statuts juridiques, je vais déjà m'appuyer sur un des critères évoqués, à savoir les personnes impliquées sur le projet. En effet, il existe des options différentes selon que vous serez seul ou avec des associés. Si vous envisagez d'entreprendre seul, vous aurez le choix entre l'entreprise individuelle et la société. Au sein de l'entreprise individuelle, vous devrez choisir entre créer une micro-entreprise ou une entreprise individuelle dite classique. Parmi les sociétés, vous aurez principalement le choix entre la SARL unipersonnelle, Société à responsabilité limitée unipersonnelle, SARL-U, également connue sous le nom d'EURL, et la SAS unipersonnelle, Société par action simplifiée unipersonnelle, également appelée SASU. Si vous envisagez d'être à plusieurs, vous pourrez créer une société type SARL, Société à responsabilité limitée, ou SAS, Société par action simplifiée, qui sont les plus courantes. Il existe d'autres formes de sociétés, par exemple la SNC, Société en nom collectif, ou encore la SA, Société anonyme, qui sont moins courantes, chacune pour des raisons différentes. La SNC, par exemple, ne permet pas de limiter la responsabilité des associés. Ils seront responsables personnellement et de manière solidaire des dettes de l'entreprise. Elle est donc moins protectrice qu'une SARL ou qu'une SAS. L'ASA, quant à elle, est plus adaptée aux grosses structures, aux entreprises de groupe, voire aux entreprises cotées en bourse. Elle n'est donc pas adaptée lorsque l'on se lance en création ou en reprise d'entreprise. Nous allons entrer dans le détail de ces différentes structures. Pour vous aider, nous allons partir d'un exemple concret. Sarah, 32 ans, passionnée de décoration, souhaite lancer une boutique en ligne pour vendre ses propres créations, des accessoires déco et des objets personnalisés. Elle est célibataire, elle est seule dans ce projet, elle n'a aucune notion juridique et souhaiterait qu'on l'aide à définir le statut le plus adapté à son projet. Donc, comme nous l'avons évoqué, Sarah est seule, donc elle va avoir le choix entre créer une entreprise individuelle et une société. En France, ce sont les deux familles principales de statut juridique. L'entreprise individuelle est également appelée l'entreprise personne physique. La société est également appelée l'entreprise personne morale. Dans l'entreprise individuelle, Sarah et son entreprise ne formeront qu'une seule entité juridique. Les bénéfices de l'entreprise correspondront à ses revenus. En société, elle devra créer une structure spécifique qui aura sa propre existence juridique et qui aura la personnalité morale. On va le voir, dans le fonctionnement de ces différents statuts, cela aura un impact important. Commençons déjà par l'entreprise individuelle. Dans l'entreprise individuelle, Sarah est seule. Elle ne peut pas avoir d'associé. Elle peut éventuellement embaucher des salariés, mais elle sera dans un lien de subordination. Si elle avait un conjoint, elle pourrait également travailler régulièrement avec son conjoint en optant pour lui pour le statut de conjoint collaborateur. Le conjoint collaborateur collabore régulièrement à l'entreprise sans être rémunéré. Pour bénéficier de ce statut, il faut être marié, pacsé ou en concubinage. Attention, ce statut n'est possible que dans la limite de 5 ans. Au niveau de l'entreprise, il n'y a pas de notion de capital social. C'est une notion spécifique aux sociétés. Donc les apports que Sarah fera pour lancer son activité n'apparaîtront nulle part. Elle est libre d'apporter ce qu'elle souhaite à son entreprise. Tout ce qui est dans son entreprise lui appartient. Concernant la création et le fonctionnement du statut, l'entreprise individuelle est le statut le plus simple et le moins coûteux à mettre en place. En effet, les démarches de création et de gestion d'entreprise sont simplifiées. Concernant la comptabilité, l'entrepreneur individuel a des obligations comptables en fonction du régime fiscal qu'il va définir.
Concernant son patrimoine, l'entrepreneur individuel n'est plus engagé sur la totalité de son patrimoine comme c'était le cas avant 2022. Un entrepreneur individuel aujourd'hui n'est responsable des dettes professionnelles que sur son patrimoine professionnel constitué des biens utilisés dans le cadre de son activité. C'est désormais ce critère de l'utilité, de l'utilisation des biens dans l'entreprise qui fera qu'on considérera qu'un bien fait partie de votre patrimoine personnel ou de votre patrimoine professionnel. Attention cependant, si vous utilisez des biens personnels dans le cadre de votre entreprise, ils pourront être engagés éventuellement en cas de dette dans l'entreprise. Au niveau fiscal, les revenus de l'entrepreneur individuel sont en principe imposés à l'impôt sur le revenu, l'IR. Autrement dit, ces revenus vont être taxés dans le cadre de son foyer fiscal, dans des catégories de revenus qu'on appelle les BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ou BNC, bénéfices non commerciaux. Les BIC concernent les commerçants artisans, les BNC, les professions libérales. Dans ce cadre, il n'y a pas d'imposition au niveau de l'entreprise. C'est l'entrepreneur lui-même qui assume la charge de l'impôt lié à son activité. Depuis 2022, l'entrepreneur a néanmoins la possibilité d'opter pour l'IS, impôt sur les sociétés. Et dans ce cas, l'entreprise sera elle-même taxée sur les bénéfices dégagés par l'activité et l'entrepreneur sera taxé, lui, à titre personnel, sur les rémunérations qu'il aura tirées de son activité. Un entrepreneur individuel peut être soumis à la TVA si son activité n'est pas exonérée. Il peut cependant bénéficier d'une franchise de TVA jusqu'à un certain plafond de chiffre d'affaires. La franchise de TVA signifie qu'il ne facture pas la TVA et qu'il ne peut pas non plus la récupérer. L'entrepreneur individuel sera également soumis à la CFE, cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe due par chaque entreprise en raison des locaux qu'elle occupe dans le cadre de son activité professionnelle. Sur le côté social, l'entrepreneur individuel est affilié au régime des travailleurs non salariés, régime TNS. Autrement dit, il va cotiser pour bénéficier d'une protection sociale. Les cotisations concerneront principalement la maladie, l'hospitalisation, la maternité, les allocations familiales, l'invalidité décès, la retraite de base et la retraite complémentaire, ou encore la formation professionnelle. Comme la plupart des indépendants, l'entrepreneur individuel ne cotise pas au chômage. Sarah peut donc être attirée par le statut d'entreprise individuelle pour tester son projet en toute simplicité. Pour ce faire, elle devra néanmoins choisir un régime fiscal. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, l'entrepreneur individuel est soumis à l'impôt sur le revenu. Pour définir les revenus qui vont être taxés dans ce cadre, l'entrepreneur doit choisir entre le régime fiscal de la micro-entreprise, auparavant appelée auto-entreprise, et le régime fiscal réel. On devra donc choisir entre une micro-entreprise et une entreprise individuelle classique. Dans le régime de la micro-entreprise, le système est simplifié. La micro-entreprise est en réalité un régime fiscal et social simplifié dans lequel il y a très peu d'obligations administratives et comptables. Néanmoins, il est limité à la réalisation d'un certain plafond de chiffre d'affaires annuel. Si vous dépassez 2 années consécutives ce plafond annuel, vous devrez quitter le régime de la micro-entreprise. Dans ce régime, les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu sont calculés sur la base du chiffre d'affaires encaissé par le micro-entrepreneur. Par conséquent, il ne peut déduire ni ses achats, ni ses frais et charges liés à son activité. A l'inverse, dans l'entreprise individuelle classique, l'entrepreneur va bénéficier du régime fiscal et social réel, nécessitant la tenue d'une comptabilité classique. En contrepartie, l'avantage de ce régime est qu'il n'est plus limité à un plafond de chiffre d'affaires. Les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu seront cette fois-ci calculés sur la base du bénéfice réellement dégagé dans le cadre de l'activité. Les achats, les charges et les frais liés à l'activité seront cette fois-ci déductibles. On voit donc que les deux régimes fonctionnent de manière différente. Des estimations financières vous permettront de faire le meilleur choix. Pour résumer, si Sarah souhaite se lancer sans lourdeur administrative avec un régime simplifié pour tester son projet, la micro-entreprise pourra être adaptée. Si elle pense
avoir des investissements à réaliser et que certaines charges seront importantes, des stocks, du transport ou encore des frais de communication, elle aura certainement plutôt intérêt à opter pour le régime réel. Si Sarah envisageait de donner une autre envergure à son projet, louer un local, éventuellement embaucher, réaliser des investissements plus importants qui lui demanderont certainement de solliciter un emprunt bancaire, elle pourrait plutôt se tourner vers une forme de société unipersonnelle. La société est en effet une forme d'entreprise qui permet d'exercer seul ou à plusieurs. On peut donc s'associer ou être associé unique. Ce serait le cas de Sarah. Une notion importante existe en matière de société, c'est celle de capital social. Le capital social est formé par les apports que vont faire les associés à la création de la société. Ces apports peuvent être en numéraire, une somme d'argent, ou en nature, un bien qui peut être matériel ou immatériel. Un bien matériel, ce peut être par exemple une machine, un bien immatériel, une licence ou un brevet. Dans des formes de sociétés comme la SARL et la SAS qui vont nous intéresser ici, puisque ce sont les seules formes que Sarah pourrait créer en étant associée unique, il n'existe pas de montant minimum imposé par la loi en matière de capital social. Elle sera donc libre d'identifier ses besoins au démarrage pour fixer ses apports au capital. Dans une société, ce sont les associés qui décident de tout ce qui est stratégique et qui décident également de la répartition des bénéfices lorsque la société en réalise. On aura également besoin dans une société de nommer au moins un dirigeant. C'est l'associé unique ou les associés qui vont nommer le dirigeant. Le dirigeant est le représentant légal de la société, c'est lui qui est responsable de la bonne gestion de l'entreprise. Dans le cas de Sarah, étant seule, elle assumera certainement et la casquette d'associé unique et celle de dirigeant. En matière de création et de fonctionnement, une société ayant la personne morale va devoir être créée de toutes pièces. Il y aura donc plus de formalités à réaliser que pour une entreprise individuelle. Il faudra notamment rédiger des statuts, faire paraître une publicité dans un journal d'annonces légales ou encore ouvrir un compte bancaire spécifique au nom de la société sur lequel déposer les apports en numéraire réalisés dans le capital social. Ces formalités sont plus importantes et sont plus coûteuses que dans le cadre d'une entreprise individuelle. Au niveau comptable, les obligations sont plus importantes. Au sein d'une société, il y aura plus de documents comptables à apporter qu'en entreprise individuelle. Et une obligation spécifique des sociétés s'impose, il faudra déposer les comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. L'assistance d'un expert comptable sera certainement nécessaire, au moins dans les premières années d'activité. En matière de patrimoine, les associés seront protégés selon la forme de société qu'ils auront retenue. C'est pourquoi, en pratique, la SARL et la SAS sont les plus couramment utilisées puisqu'elles apportent, quant à elles, une responsabilité limitée aux associés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables personnellement des dettes de l'entreprise. Au niveau fiscal, le régime sera différent selon là aussi la forme de société que l'on aura choisie. On pourra bénéficier de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Dans le cas de Sarah, cela pourra être un critère important dans le choix entre une SARL et une SAS. Nous le verrons par la suite. La société sera également soumise à la TVA et à la CFE dans les mêmes conditions qu'une entreprise individuelle. Au niveau social, le dirigeant de société va bénéficier d'un régime qui sera différent selon la forme de société définie. En effet, il existe principalement deux régimes, le régime des travailleurs non salariés et le régime assimilé salarié. C'est la forme de société retenue qui définira votre futur régime social. Attention, la couverture sociale est différente dans chacun de ces régimes et les cotisations sociales payées en conséquence le seront également. Pour Sarah, le choix entre une SARL unipersonnelle et une SAS unipersonnelle sera certainement guidé par le régime fiscal et le régime social de chacune de ces structures. En effet, en SARL unipersonnelle, le régime fiscal est l'impôt sur le revenu. Elle pourrait en bénéficier sans limitation de durée. Elle pourrait, cependant, si elle le décide, opter pour l'impôt sur les sociétés, et là encore, sans limitation de durée. En SAS, le régime est différent. Le système qui s'applique de manière automatique est l'impôt sur les sociétés. Il n'est possible d'opter
pour l'impôt sur le revenu que sous condition et dans la limite de 5 ans, donc dans les 5 premières années de la société. Sur le volet social, le régime est complètement différent selon que l'on crée une SARLU ou une SASU. En effet, le gérant associé unique de SARL unipersonnel est affilié au régime des travailleurs non salariés. Il bénéficie automatiquement d'une couverture sociale. Si Sarah décidait de créer une SARL et ne voulait pas assumer la gérance, c'est un cas particulier mais il existe, elle pourrait nommer un gérant externe qui, dans ce cas-là, serait affilié au régime assimilé salarié uniquement en présence d'une rémunération versée pour l'exercice de ses fonctions. En l'absence de rémunération dans ce cas, le gérant non associé ne bénéficierait d'aucun régime social. Dans le cadre d'une SAS, Sarah serait présidente de la société, dirigeante donc, et dans ce cadre-là, elle serait assimilée salariée uniquement en présence d'une rémunération. Retenez bien qu'un dirigeant TNS est automatiquement affilié et bénéficie d'une couverture sociale, qu'il soit rémunéré ou non, alors que dans des formes comme la SAS, dans le cadre du régime assimilé salarié, on ne sera affilié qu'à partir du moment où on se versera une rémunération. Le régime assimilé salarié est plus proche du régime des salariés. On va dire que c'est l'équivalent du régime social d'un salarié de niveau cadre. Les cotisations sociales seront donc plus élevées que dans le régime TNS, mais pour une couverture plus complète. Dans le régime TNS, les cotisations sont plus faibles, mais il faut compléter certains aspects, notamment des risques, comme par exemple l'accident du travail. Donc sur la base de ce critère, Sarah devra faire son choix, et c'est ce qui guidera ici, en général, son choix entre la SARLU et la SASU. Si Sarah envisageait de s'associer au sein de sa société, avec un membre de sa famille, un conjoint, un ami, un ancien collègue, ou si elle décidait même de faire appel à des investisseurs. Elle devrait obligatoirement créer sous forme de société. Nous l'avons vu, le choix principal s'opère entre la création d'une SARL, Société à responsabilité limitée, et d'une SAS, Société par action simplifiée. On va le voir, sur l'aspect déjà juridique, il y a une distinction sur le fonctionnement de ces deux structures. Ce sera donc un premier critère de choix pour Sarah. La SARL est une structure dont le fonctionnement est cadré par les textes, principalement le Code de commerce. Autrement dit, le fonctionnement est déjà cadré. Il y a des règles protectrices des associés et des dirigeants qui seront communes à toutes les SARL. Il faudra donc nommer au moins un gérant. Il sera possible de nommer des co-gérants selon la manière dont les rôles seront répartis au sein de la société. Les décisions seront prises en assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire selon la nature de la décision. Dans une SARL, le principe est simple, une part sociale égale une voix dans les décisions et un droit aux dividendes. Les dividendes sont la part de bénéfices auxquels les associés peuvent prétendre si on constate à la fin de l'année comptable que des bénéfices ont été dégagés dans le cadre de l'activité. En SAS, c'est différent. Le principe est la liberté contractuelle. A l'inverse, il y a très peu de règles de fonctionnement déjà établies dans les textes. Donc les associés pourront, sur mesure, fixer leurs propres règles de fonctionnement en interne. Ils devront donc organiser la gouvernance. La seule obligation est de nommer au minimum un président. Au niveau de la prise de décision, ils devront décider la manière dont les décisions seront prises et les majorités qui s'appliqueront. Le principe une action égale une voix ou un droit aux dividendes peut être éventuellement écarté dans le cadre d'une SAS. C'est pour cela que c'est une structure qui est fortement préconisée en cas d'appel à des investisseurs. Au niveau fiscal, nous retrouvons également quelques différences. La SARL est automatiquement soumise à l'impôt sur les sociétés, mais il existe une option pour l'impôt sur le revenu, dans le cadre des sociétés nouvelles, limitées à 5 ans, mais aussi dans le cadre des SARL dites de famille. Si vous vous associez avec un membre de votre famille, conjoint, enfant, parent, frère ou sœur, vous pourrez opter pour l'impôt sur le revenu et ce, sans limitation de durée. Dans une SAS, l'impôt sur les sociétés s'appliquera automatiquement et l'option pour l'IR sera là aussi limitée à 5 ans. Au niveau social, en SAS, le dirigeant
président ou toute autre fonction inventée dans les statuts bénéficiera du régime assimilé salarié en présence d'une rémunération. Pas d'affiliation, pas de régime social en l'absence de rémunération pour les dirigeants en SAS. En SARL, selon la nature de la gérance, les co-gérants ou le gérant pourront bénéficier soit du régime TNS, soit du régime assimilé salarié. En cas de gérance majoritaire, les dirigeants seront affiliés au régime TNS. En cas de gérance égalitaire, minoritaire ou non associée, les dirigeants bénéficieront du régime assimilé salarié, là aussi s'ils bénéficient d'une rémunération. Il sera donc important de fixer les rôles en interne en cas d'option pour une SARL. Il sera donc important de mixer l'ensemble de ces critères et d'en parler avec les associés potentiels pour définir ce qui sera le plus adapté. On essaye en général d'arriver à un consensus pour que l'ensemble des associés soient satisfaits de l'option que l'on aura retenue. Comme vous pouvez le voir, Sarah a plusieurs options selon le projet qu'elle souhaite mettre en œuvre et selon les objectifs qu'elle se fixe. Il est donc important de bien réfléchir à la question du statut juridique et surtout à se faire accompagner par un professionnel pour en discuter. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre CCI, mais aussi de nos partenaires, avocats, experts comptables, qui pourront également vous conseiller dans ce choix.